En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire des livres un peu étranges. Au début, on se dit juste, je fais un pop-up, en fait. Livre pop-up, ça veut dire livre explosif. Donc on essaye de faire des livres explosifs, qui explosent vraiment. Des livres d'artistes, des livres particuliers, des livres avec des formes spéciales. Le livre, le pop-up, le pliage, le volume, l'animation. L'aventure de la création, personne ne savait vraiment comment s'y prendre, moi non plus. C'est tellement varié ce qu'on peut faire avec du pop-up. Jouer avec le livre, avec l'enfant. Investir le relief ou l'interactivité. Développer quelque chose de très créatif. Premier réflexe, c'est de tourner le livre. C'est vrai que ça paraît assez magique. Déjà de regarder d'un côté, de l'autre, voir s'il n'y a pas des choses cachées. Ces choses-là qui sortent, ces systèmes en papier. Donc vraiment, c'est toujours raconter des histoires, mais sortir du livre. Donc c'est ça le pop-up, c'est la possibilité de s'amuser avec la lecture et en même temps de faire comprendre des choses. Un petit peu pas mal de pratiques artistiques et entre autres le pliage papier. Et voilà, en découvrant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire, des choses à expérimenter. On part d'une technique simple qu'on a trouvée où on bidouille quelque chose, on se rend compte que ça crée quelque chose auquel on ne s'y attendait pas, un résultat technique un peu étonnant. Et on rebondit là-dessus, on rajoute une image et hop, ça nous fait un concept de livre. Simple technique de pliage ou concept de livre? Que sont ces livres pas comme les autres? Qu'ils soient étranges, en relief ou pop-up, ces livres semblent échapper à tout classement. Longtemps ignorés, les livres animés reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, plus explosifs que jamais. Mais avant d'aller en explorer tous les recoins et de découvrir ses faces cachées, un livre pop-up, comment ça commence? Comment ça se pense? Olivier Charbonnel, ingénieur papier, comme il se présente lui-même, et plus sûrement auteur de pop-up, nous ouvre les portes de son atelier, dans la périphérie de Paris. Après avoir prudemment refermé la fenêtre pour que tous ces petits papiers ne s'envolent pas, Olivier nous raconte comment le pop-up surgit dans sa tête. Faire un pop-up, c'est très long, et on ne peut pas tout essayer, toutes les idées qui nous viennent en tête. Donc, je crobarde en voyant plus ou moins quel principe je vais utiliser. Et à un moment, je me dis, ah, là, il y a quelque chose, ça vaut le coup de faire une maquette. Alors là, je commence à monter des maquettes très, très sommaires. Hein. Ça peut être des choses sans dessin, pas à la bonne taille, toutes scotchées, toutes bricolées. Et l'idée, ça va être de faire une maquette de plus en plus propre, en fait. Jusqu'à donner à l'illustrateur quelque chose avec des tracés, avec des refs, pour qu'il puisse se repérer, pour faire sa couleur, pour faire son illustration, sa mise en page. Remonter une maquette couleur pour vérifier avant que ça parte chez l'imprimeur, qui lui fait d'abord une maquette tout en blanc. Et cette maquette en blanc, bizarrement, elle est presque aussi belle que le livre en couleur. C'est-à-dire qu'on découvre des volumes incroyables, on y voit des choses tout à fait magnifiques. Alors, voilà, on se rend compte déjà qu'il y a une forme de création voilà, qui est déjà artistique à ce moment-là. Et avant de lancer la production, il va faire une maquette couleur qui ressemble complètement à un livre imprimé.
pour encore vérifier si tout va bien. Donc tout ça, c'est des réglages, et ces réglages apportent une forme qui est construite en fait à plusieurs. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça que c'est créatif. C'est parce qu'on est toujours devant une contrainte, et que cette contrainte, elle crée des inventions supplémentaires. Voilà, inventions partagées par tous, de l'auteur jusqu'à l'éditeur, en passant par le designer, l'ingénieur papier. Enfin, tout ça se met ensemble, et le fabricant. Voilà. Les commandes confiées à Olivier Charbonnel se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque livre animé est une nouvelle aventure et réunit de nouveaux talents autour de nouvelles contraintes. Mais si les contraintes stimulent la créativité, qu'en est-il de la fabrication et de l'édition de ces livres, tout de même un peu plus compliqués à réaliser que les autres ? On ne peut pas parler de ces projets sans parler du contexte, c'est-à-dire il faut que les éditeurs étrangers s'emparent du livre, il faut qu'on puisse imprimer un certain nombre d'exemplaires, sinon on n'arrive pas à faire des livres pour tous. Or, l'objectif, c'est de faire à la fois des livres très sophistiqués et qui en même temps sont à un prix très abordable. La fabrication d'un livre animé complexe ne peut être réalisée que dans un pays à faible coût de main-d'œuvre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine a acquis une compétence unique au monde, avec en particulier l'imprimeur Topan, qui a constitué une sorte de savoir-faire. On peut estimer que sur les ouvrages complexes, il y a 1 ou 2 heures de travail manuel sur chaque exemplaire de chaque livre. Donc c'est quelque chose d'énorme. Le montage est tout aussi impressionnant, puisque sur un livre de Sabouda, on peut avoir 300 points de colle différents. 300 points de colle, c'est pas une machine qui fait pot, 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 c'est une personne qui met un point de colle, on applique le sujet, on referme, on remet un point de colle. Derrière l'image d'une usine à livres se cache en fait un véritable savoir-faire mis au service des éditeurs de pop-up du monde entier. Mais l'aventure commerciale du livre animé commence bien avant. Dans les années 30, aux États-Unis, Harold Lenz et les éditions Blue Ribbon déposent le terme pop-up, littéralement livre bondissant. Ils inaugurent une production américaine qui s'imposera progressivement sur une édition européenne affaiblie par les 2 guerres mondiales. Cette production s'amplifiera avec l'inventivité de ceux qui vont désormais s'appeler les ingénieurs papier. Mais c'est Intervisual, créé par Waldo Hunt à la fin des années 60, qui transformera l'édition du livre Pop-up en une machine à succès. Leur idée a été d'utiliser toutes les techniques existantes d'animation du livre, donc aussi bien les tirettes, le relief, les roues, les volets à soulever, et de les rassembler dans un même livre et parfois dans une même page. Ce qui m'inspirait bien, c'était les National Geographic de Intervisual, un packager américain. Là, c'était vraiment la crème de la technique pour apprendre. Ça valait ce que ça valait au point de vue illustration, il y avait tout, mais techniquement, c'était vraiment l'école américaine des packagers de cette époque. Intervisual a été le creuset où se sont formés les gens qui ont compté par la suite. Il y avait Robert Sabouda, il y avait Kes Mosley, David Carter et d'autres. Et oui, évidemment, ils m'ont inspiré parce qu'ils ont une grosse production, ils ont développé beaucoup de choses. Grâce à Intervisual, il y a des tas de créateurs qui ont pu s'éclater, je dirais, et prospérer, produire énormément de livres. Donc il y a dans les années 80-90, il y a une production extrêmement riche, extrêmement variée. Alors, il y a des gens qui sont devenus à cette époque des vedettes de la création de livres animés, en particulier de Robert Sabouda et de son Alice au Pays des Merveilles. Les États-Unis sont devenus le producteur mondial de livres animés. Tous les livres qui ont été publiés, par exemple, en France à cette époque-là, ne sont que des adaptations des livres produits par Intervisual. C'est le démarrage de tout ça en France. On commence par acquérir auprès de ces éditeurs des droits et on fait des adaptations françaises. Et on va acquérir des auteurs magnifiques comme Carter, comme Sabouda, comme Pienkowski. Auteur-illustrateur, Jan Pienkowski est né en 1936 en Pologne.
et vit depuis son enfance en Angleterre. Son livre La Maison hantée, paru en 1979, fut le premier best-seller de l'histoire du livre animé. En nous montrant les bestioles qui se cachent dans sa salle de bain et les placards de sa cuisine, il donne l'impulsion par son humour décalé à une nouvelle génération de livres pop-up destinés à la jeunesse. Le moment était venu pour que, quelque part en Europe, s'invente une nouvelle façon de penser et de faire le livre pop-up. On se rend compte que ces livres-là, étrangers, c'est tout un mécanisme, c'est compliqué de monter des aventures comme ça, mais qu'on devrait pouvoir aussi les faire en France. Et en particulier, ce qui nous dirige vers ça, c'est le fait que l'illustration ne correspond pas tout à fait au goût que nous avons, nous. C'est-à-dire que les mécanismes sont magnifiques, mais l'illustration n'est pas tout à fait l'illustration française. C'est une époque où les Français se sont mis à publier leur propre pop-up, en fait. Parce que la fabrication le permettait, parce qu'il y avait des gens comme moi qui pouvaient bosser pour les éditeurs. L'édition jeunesse est énormément enrichie. Il y avait beaucoup de petites maisons qui se sont créées à côté des grosses. Donc il y a eu comme ça une impulsion de créativité comme il n'y en avait pas dans d'autres domaines de l'édition. C'était un état d'esprit, une ambiance un déploiement de toutes ces énergies. Et l'occasion m'est donnée effectivement chez Albin Michel de faire appel à des illustrateurs maison qui déjà travaillaient sur des albums traditionnels et de leur demander de dessiner des livres animés. Personne ne savait vraiment comment s'y prendre, moi non plus. Donc c'était des expériences qu'on faisait illustrateurs et concepteurs graphiques comme moi. Ils sont tous issus d'une véritable recherche, d'une démarche de graphistes qui à un moment se sont dit, tiens, investir le relief ou l'interactivité, ça va apporter quelque chose, ça va me permettre de m'exprimer plus complètement. Je sentais bien qu'il y avait des artistes qui étaient prêts à jouer le jeu et l'aventure du livre animé. J'ai commencé comme collectionneur de livres. J'étais un dessinateur qui collectionnait des livres. Et j'ai eu droit dans les années 90, je dirais, à l'underground français, au plus haut de sa forme, quand il faisait de la sérigraphie, avec une librairie comme Un Regard Moderne, et qui a influencé plein de gens en Europe, en Allemagne, en Angleterre maintenant. J'avais découvert des livres pour enfants qu'on voyait nulle part ailleurs, qui étaient des livres d'artistes, des livres particuliers, des livres avec des formes spéciales, comme ceux de Bruno Munari ou de Enzo Mari, qui étaient entre le livre et le jeu. On est face à des livres qu'on n'a jamais vus, des livres bizarres, sans que ce soit des pop-up d'ailleurs, des livres aussi bien avec des thèmes étranges, mais aussi des formes étranges. C'est vrai que dans les années 90, on est héritier de toute une période d'expérience du livre qui a suivi les années 68. En fait, des éditeurs comme Pauvert, des packagers comme Chou ont vraiment ouvert le livre vers d'autres formes. C'est-à-dire qu'ils ont changé les formats, ils ont déconstruit, ils ont reconstruit, un peu comme dans tous les arts finalement. Et l'édition jeunesse, parce qu'elle est habituée à jouer sur justement le jeu et l'éducation, s'est emparée du pop-up. Et ces livres ont marché, c'est-à-dire qu'ils marchent très bien commercialement. Ils marchent bien parce qu'ils sont réussis, ils sont intéressants esthétiquement, ils sont souvent très novateurs. Et donc aujourd'hui, on peut parler d'une école française qui est riche, qui est intéressante et qui est regardée dans le monde entier. Vous pouvez aller aujourd'hui dans une librairie américaine, vous aurez en tête de gondole Sabouda et Carter, bien sûr, ou Reinhardt, etc. Mais aussi Huget, Bataille, Boisrobert, Rigaud. Issus des expériences éditoriales des années 80-90, des professionnels du livre jeunesse comme Evelyne Guyot, Jacques Binstock, Brigitte Morel, Gérard Lomonaco ont permis au livre pop-up de se renouveler et de s'émanciper d'une production purement commerciale. Après avoir collaboré avec Albin Michel, Sophie Giraud a la bonne idée de créer sa propre maison d'édition et de lever les yeux vers de jeunes talents comme Anouk Boisrobert et Louis Rigaud, alors étudiants aux arts décoratifs.
Quand moi j'ai créé ma maison d'édition, il y a eu des rencontres avec des auteurs, puisque c'est ça aussi qui fait l'édition, c'est pas l'éditeur qui décide, c'est vraiment la rencontre entre un projet d'auteur et un éditeur. Et des auteurs comme Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud, qui ont proposé, alors qu'ils étaient encore à l'école, un projet qui s'appelle Popville. Et c'est comme ça qu'on a démarré chez Helium, avec ce projet dont je suis tombée folle amoureuse, et j'ai voulu absolument qu'on publie ce livre. Enfin, on ne pensait pas que c'était quelque chose qui était éditable comme ça en grande série, qu'on trouverait un éditeur intéressé. Et à l'occasion du salon du livre de Montreuil, on a rencontré Sophie Giraud et Gérard Lomonaco. Quand j'ai vu le projet, j'ai trouvé qu'il était original par sa forme, puisque c'était une ouverture au centre, avec un creux au centre et une maison qui devenait une ville au fur et à mesure où on tournait les pages. Il y avait une espèce d'évidence dans ce projet, une simplicité, un récit immédiat, par l'image et par le volume. On voulait trouver une histoire, un sujet qui se prête bien à être mis en pop-up. Parce qu'on voit beaucoup de pop-up autour de plein de thèmes, de plein d'histoires différentes, qui ne sont pas forcément nécessaires d'être traités en pop-up. Et nous, on voulait trouver un sujet qui soit vraiment adapté au pop-up, et que le pop-up ait vraiment sa place dans le livre, quoi. Que ce soit un livre qu'on ne puisse pas raconter autrement qu'en pop-up. Et on a eu cette idée qui était justement l'idée de la fenêtre qui est découpée dans les pages de Popville et qui laisse passer les maisons, qui permet d'avoir un noyau central comme ça qui va grandir petit à petit au fil des pages du livre. Il est vrai qu'Anouk et Louis avaient tout en tête. C'est eux qui ont véritablement créé ce projet. C'est toujours une équipe, mais il faut quand même qu'il y ait des créateurs. Et les créateurs, c'était eux qui amenaient cette très jolie ville. Et on a juste un tout petit peu, disons, enrichi le projet. On leur a demandé de rajouter des rabats. Gérard Lomonaco, à l'époque, a aidé sur la couverture du livre. On a demandé à Bernard Duisite de nous aider à mettre en place les plans. Bernard Duisite, talentueux ingénieur papier, se définit aussi comme un designer ou un architecte papier, maître d'œuvre de la mise en forme du livre animé. Pour chaque projet, en fait, avant tout, c'est une rencontre avec des gens qui ont envie de faire un livre. C'est surtout ça. Et ensuite, en fait, un travail de collaboration avec un éditeur, avec un auteur texte, avec un illustrateur. Et en fait, à chaque fois, c'est le mélange en fait qui va faire le livre. Et à chaque fois, on s'adapte un petit peu non seulement au projet éditorial, et puis aussi à ce qu'on a envie de faire, à l'illustration, au type de mise en scène qu'on a envie de faire. C'est tellement varié ce qu'on peut faire avec du pop-up que finalement, on s'adapte vraiment au livre. C'est souvent l'affaire de plusieurs personnes. On a souvent l'auteur, on a l'ingénieur papier, puis des fois on a un directeur artistique en plus. Quelquefois, il y a 3-4 personnes pour mettre au point un livre animé. Moi, ma particularité, c'est que je fais tout. Artiste singulier dans un monde de livres singuliers, Philippe Huget a pourtant des talents pluriels. Il est sérigraphe, graphiste, illustrateur, auteur et même ingénieur papier. Mais avant tout, Philippe Huget est un créateur et une figure emblématique et anticonformiste du pop-up d'auteur et indépendant. Alors en fait, j'ai commencé le pop-up uniquement pour pouvoir vendre mon dessin. C'est-à-dire qu'en fait, les gens étaient tellement attirés par le volume et que mon dessin était tellement difficile à vendre tel quel, qu'en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du livre animé, pour vendre mon dessin. C'est uniquement pour le mettre en valeur.
Et naturellement, le pop-up, c'est juste des pages qui sont pliées, contre-pliées dans d'autres pages. Forcément, j'ai appris à plier du papier. Et l'appétit venant en mangeant, j'ai réussi à faire des livres qui n'étaient plus que des pop-up, mais à la base, c'était des livres d'images, de graphisme. J'ai travaillé beaucoup avec les robots à un moment donné, parce que comme je découpais à la main, la coupe au cutter, je découpais un peu comme un cuisinier japonais, c'est-à-dire debout et comment dire, pas du tout de manière précise, mais plutôt comme un sculpteur. Donc, en mettant des coups de cutter, et donc c'est beaucoup plus facile de sculpter avec des lignes droites. Et donc, pour faire de la figuration, c'est-à-dire des personnages, c'est plus facile d'avoir des personnages avec des angles droits. Et donc, donc ça donnait, on va appeler ça des robots, mais de la figuration très inspirée de la figuration libre et qui donc prenait des lignes droites. Voilà. Donc, c'est devenu des robots. C'est un thème qui est présent, qui m'amuse de toute façon, mais bon, après, voilà, quand j'ai trouvé le moyen de faire des courbes avec les oiseaux et de trouver justement cette courbe vectorielle au cutter, à ce moment-là, je peux aller dans des univers qui sont complètement différents. Le seul intérêt de l'auto-édition, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, à la fois dans les thèmes, à la fois auprès du public. Grosso modo, ce que j'essayais de faire, c'était du livre d'images pour adultes. C'est-à-dire que je ne m'intéressais pas du tout à l'édition jeunesse, contrairement à maintenant. Je travaillais uniquement sur du pop-up pour adultes. Maintenant, ça semble évident, mais il y a 20 ans, ça n'existait carrément pas. Donc, j'ai pillé la littérature jeunesse. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. Et puis, je l'ai adapté à des thèmes, la drogue, les jeux vidéo, le sexe, tout ce que je pouvais trouver, et dans des graphismes aussi très différents, du pixel, du filet, du dessin vectoriel, enfin, tout ce qui pouvait m'intéresser comme un champ d'expérience graphique. Je crois que le livre animé, complexe, il n'a plus rien à prouver. Et il peut effectivement aborder tous les champs pour toutes les générations. L'abécédaire de Marion Bataille est un livre qui s'adresse tout autant à des adultes, même exigeants en termes de design, de conception du livre et de l'image, qu'à des petits-enfants qui marchent aussi à fond, qui s'amusent avec. J'ai commencé le pop-up pour répondre à un problème de graphisme, précisément plutôt un problème d'archi, je crois, donc à l'école de graphisme où j'étais. J'ai fait un système, puis 2, et j'ai continué à travailler le pop-up pendant très longtemps pour mon plaisir. Et un jour, en dessinant des lettres en faisant des systèmes, sur mon bureau se sont croisées ces deux disciplines, disons, et j'ai décidé de faire un projet de livre, de livre animé, qui est sous forme d'abécédaire. Marion Bataille est graphiste et illustratrice. En 2008, son livre, qui ne s'appelle pas encore ABC 3D, est remarqué par Albin Michel, qui en fait 11 coéditions plus tard un succès international. Vendu dans plus de 20 pays, il reçoit en 2010 le prestigieux prix Meggendorfer, décerné par l'institution américaine la Movable Book Society, qui récompense le meilleur livre pop-up de l'année. Mais l'abécédaire de Marion Bataille est avant tout la preuve que le pop-up invente un langage qui, sans récit ni personnage, se partage avec un large public. Le pop-up ne serait-il pas en train d'écrire une nouvelle forme d'art, lettre par lettre? Enfin, chaque lettre évoque l'initiale d'un nom, l'initiale d'un lieu, l'initiale d'un objet. Chaque lettre est un individu quand on les compare les unes aux autres. Donc j'essayais de mettre en valeur la personnalité, disons, de la lettre. Et en dehors de ça, de mettre en valeur leur place dans l'ordre alphabétique. Par exemple, le N et le Z sont deux lettres qui se ressemblent quand on les retourne, et donc elles sont accentuées dans le livre, elles sont mises en valeur par leur couleur et leur forme qui sont semblables. Pour la question du volume, notamment pour le N et le Z, ils bougent de façon différente puisque le N est posé sur ses deux pointes et le Z est posé sur sa base. Donc la question de la forme et du volume et du mouvement se pose là avec la forme de la lettre. Hein. Les lettres courbes sont plus difficiles à représenter que les lettres avec des droites. Hein. Donc, par exemple, pour le U, j'ai cherché une solution que tous les points du U
à l'ouverture du livre, se déploie pour créer une courbe. Pour le B, de créer une vibration avec les lignes, comme un... Bon, c'est un petit peu un travail d'illusionniste. Pour le S, de la même façon, j'ai mis un point au centre et des lignes pour que, quand on tourne, on a l'impression d'une vibration et vraiment d'un S qui serpente. Voilà, tout ça, c'est des manières de résoudre le problème de la courbe. Finalement, c'est des contraintes qui donnent des solutions qui deviennent des jeux dans le livre. Il y a vraiment l'idée de la technique et du sujet qui vient ensemble. En fait, les deux découlent l'un de l'autre. Et ensuite, effectivement, vient la partie graphique où on se demande comment on va traiter ça. Mais c'est vrai qu'il faut que tout soit très cohérent. C'est l'idée que tout ça doit être très équilibré, le texte, l'image, le volume, la forme, le papier. Évidemment, le sujet du livre conduit à un style d'illustration. Ça, c'est aussi un sujet de réflexion qui m'intéresse, qui me préoccupe, c'est l'adéquation entre l'illustration, le style d'illustration, l'artwork, le travail graphique et une bonne harmonie avec l'ingénierie papier. Pour moi, le rôle du pop-up dans un livre, il a vraiment un rôle à part entière. Je pense qu'il est présent autant que le texte ou que l'illustration. En fait, c'est un troisième acteur du livre et les trois cohabitent ensemble pour créer ce livre-objet. J'essaie toujours de faire en sorte que le pop-up soit vraiment un des participants du livre, qui ne soit pas uniquement là juste pour mettre en scène l'illustration ou comme un petit gadget avec du papier, mais vraiment qu'il puisse faire sens avec le récit. Pour moi, le pop-up, c'est un accompagnement du récit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pop-up uniquement dans cette débauche de papier. Ça m'intéresse assez peu, en fait. Bon, c'est beau en soi, mais disons que c'est pas exactement ce que je recherche, en tout cas pour Eliam. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça accompagne une histoire, un propos, quand ça l'illustre d'une certaine manière. Et juste le fait de tourner les pages, ça permet de montrer une évolution dans le temps, dans une histoire, pendant une chronologie. Et ensuite, le pop-up, ça nous permet d'amener une dimension en fait supplémentaire au temps. On arrive à parler d'évolution ou au contraire de régression, de quelque chose qui va se détruire petit à petit ou quelque chose qui va se construire petit à petit. C'est vrai que c'est ça qu'on aime bien faire dans nos livres, c'est avoir une notion d'espace et une notion du volume qui envahit l'espace. Le volume devient partie prenante de l'histoire. Dans les livres d'Anouk et Louis, en particulier dans celui sur la forêt, c'est très clair. On passe d'une forêt extrêmement merveilleuse et au fur et à mesure, elle disparaît avec l'intervention des affreux engins, jusqu'à ne laisser qu'un pauvre petit arbre tout seul. Et voilà, et ensuite, l'homme se languit de la forêt, il est obligé d'y revenir, de travailler, de faire pousser la forêt. On essaye d'être optimiste et on tire quelque chose et les petites pousses réapparaissent. Nos pop-up, on les conçoit de façon très simple, avec un point de vue unique et souvent un point de vue qui est assez distant. Souvent, on est assez loin de la scène et on a vraiment une vision d'ensemble, aussi bien de la ville que dans la forêt du paresseux. On a une vision d'assez loin, avec des personnages qui vont être tout petits et ça va être plus comme une petite maquette. Et Océano, on a aussi trouvé ce système de la mer qui se lève et qui a un plan de papier qui vient former la mer et on voit ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous. Et c'est vrai que le pop-up, ça permet de venir repositionner les éléments en volume comme ça et de créer des points de vue qu'on ne peut pas trouver dans un livre classique. C'est une œuvre de spécialistes, c'est des gens qui sont spécialisés dans le livre animé et quand ils voient un livre d'images, ils le voient aussi bien en termes de dessin qu'en termes de volume. Donc maintenant, et c'est d'ailleurs maintenant moi ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre le dessin et le volume, c'est-à-dire d'être sculpteur et graphiste en même temps. Et qu'on joue sur les deux tableaux, et quelquefois on ne sait plus si c'est du volume, c'est peut-être du dessin, et quelquefois on croit que c'est du dessin mais c'est du volume, et voilà, c'est ce rapport-là qui m'intéresse dans tous les livres animés, quel qu'en soit le style. Le livre Pop-up n'a pas fini de nous révéler ses faces cachées. Au fil d'une production de livres animés devenue considérable tout au long du XXe siècle,
les meilleurs créateurs ne cessent de renouveler les rapports toujours surprenants entre l'image et la mécanique papier. Le pop-up devient alors davantage qu'un simple procédé, un élément narratif au cœur même du récit. Parmi les plus inventifs, Wojtek Kubasta, artiste tchèque des années 50, reste aujourd'hui encore une figure de référence auprès de tous les amoureux de livres animés comme Jacques Dess, libraire spécialisé. Donc un architecte de formation, un excellent illustrateur et qui arrive à concevoir vraiment des livres extrêmement simples et en même temps extrêmement habiles, extrêmement séduisants, au point de devenir vraiment le créateur le plus intéressant du XXe siècle. Donc il a créé environ 100 ou 120 livres animés et c'est quelqu'un qui a cette double qualité rare d'être à la fois donc un très bon dessinateur, un très bon illustrateur, et quelqu'un qui est capable de concevoir l'illustration en volume, de donner une ampleur à la page, ce qui n'est pas évident du tout. Un dessinateur, un illustrateur normal aura du mal à créer une planche en relief, parce qu'il faut rompre avec les conventions habituelles. Il faut arriver à s'abstraire de ce que l'on sait de la perspective pour faire une sorte d'image anamorphosée, déformée, qui va prendre le relief quand on va ouvrir le livre. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, et Kubasta y a réussi merveilleusement. Le volume, la scénographie, l'appréhension de l'espace, on le retrouve en miniature dans un espace réduit, c'est celui des pages d'un livre. Né en Argentine, Gérard Lomonaco est un familier des espaces traversés par le souffle des rêves, où tout comme au musée des Arts Forains avec lequel il a collaboré, le réel et l'imaginaire ne sont jamais très loin. Tout d'abord typographe, il passe rapidement de l'autre côté du livre pour devenir illustrateur, ingénieur papier, auteur, directeur artistique et fonder son propre studio de création. Mais c'est avec Jérôme Savary et son Grand Magic Circus qu'il découvre au début de sa carrière le spectacle, la scénographie et l'art de l'illusion. C'était mon premier contact avec le théâtre qui ne m'a pas lâché depuis. Effectivement, j'ai fait des constructions de décors. Je suis rentré au Théâtre National Populaire, à Chaillot et après à l'Opéra de Paris comme peintre de décors. Au fond, j'ai été amené au livre animé parce que j'avais eu cette expérience de construction de décors et de peinture de décors de théâtre. Pour moi, c'est la magie du déploiement de l'ingénierie papier, de la construction, des pliages. C'est au fond le fait qu'en apparaissant, on ne puisse pas se soustraire et ne pas penser à la disparition par la fermeture du livre de la construction papier. C'est cette magie-là qui me paraît motiver mes recherches. C'est au fond Robert Houdin ou Georges Méliès ouvrant dans les spectacles forains le grand carton à dessin d'où apparaissaient des merveilles et qui devaient disparaître par enchantement dans le carton à dessin. C'était un spectacle d'illusion.
J'ai eu l'impression de faire du spectacle depuis que je fais des livres animés. Le livre animé, c'est un spectacle. Je pense que c'est vraiment un livre qui est du côté du spectacle vivant. Le pop-up, il y a une dimension spectaculaire. Ça, c'est vrai que c'est des livres surprises. C'est de la même famille que le manège ou l'automate. Tout ça, c'était de la magie. La magie de ce simple livre en papier ne serait-elle pas de nous faire croire à un spectacle vivant ? Alors que le cinématographe est en train de naître, le livre animé connaît à la fin du 19e siècle un véritable âge d'or marqué par de somptueuses éditions en chromolithographie. Avec le livre théâtre, les tableaux en relief, le livre carrousel, les albums panorama, le livre animé nous donne l'illusion d'une scène en relief, d'acteurs en silhouette et enfin d'une action qui se déroule sous nos yeux dans l'instant de son déploiement. Lothar Mögendorfer, le grand auteur allemand de la fin du 19e siècle, nous offre avec un des ouvrages les plus connus de l'histoire du livre animé, Le Grand Cirque International, un merveilleux jeu de miroir entre le lecteur et le public d'un spectacle qu'ils contemplent ensemble. Mais suivons les linéaires d'un dépôt de la ville de Paris et remontons le temps pour en savoir davantage sur cette histoire du livre animé et découvrir comment des trésors de la littérature jeunesse sont parvenus jusqu'à nous. Hélène Vallotto, conservatrice et responsable du pôle jeunesse et patrimoine de la médiathèque Françoise Sagan, nous attend au cœur d'un fonds très protégé. Ici, c'est indissociable du nom de l'heure joyeuse, puisqu'effectivement, c'est une bibliothèque qui a été fondée en 1924 par le Book Committee on Children's Libraries, donc un comité américain qui venait là en France fonder la première bibliothèque pour la jeunesse. Il n'y en avait pas en France auparavant. Et le but était d'aider les enfants à surmonter le traumatisme de la Première Guerre mondiale en leur apportant une documentation pour préserver la paix future. Donc le fonds ancien que nous avons aujourd'hui a surtout été acheté rétrospectivement en allant chercher un peu un échantillon de tous les livres à système qui existent à partir du 19e jusqu'à aujourd'hui. Donc l'intérêt de la collection, c'est de faire du rétrospectif sur les livres anciens, mais aussi de les mettre en connexion avec les livres produits aujourd'hui qui sont très très nombreux. Le livre pop-up d'aujourd'hui n'a pas surgi de nulle part. Et son histoire est aussi longue que celle du livre. Il devient au début du 19e siècle un livre pour l'enfance et poursuit un chemin ininterrompu d'innovation. Tableaux animés, pêle-mêle, coulissements, articulations ou encore tirettes, comme celle du livre Joujou de Jean-Pierre Bresse en 1831. Cette production, devenue édition jeunesse, ne va cesser de faire rêver les enfants du monde entier et de s'enrichir tout au long du 19e et 20e siècle. Tout comme la caverne d'Ali Baba, le fonds de la médiathèque a rassemblé de trop rares livres qui, comme des trésors, contiennent encore les émotions des enfants qui ont tourné ces pages. Notre fonds ne comporte que des titres en littérature de jeunesse, mais des livres animés, le phénomène présent l'atteste aussi, s'adresse aussi aux adultes. Les premiers étaient plutôt tournés vers l'anatomie, donc vraiment de la documentation scientifique. Et on a aujourd'hui des livres d'artistes, franchement destinés plutôt aux adultes. En l'occurrence, sur le livre animé, c'est un triple public, disons. On est toujours dans l'édition jeunesse à la recherche de ce double public qu'est le parent, lecteur, l'adulte et l'enfant. On a cette problématique de toute façon sur tous les livres. Mais sur le livre pop-up, ce qui est d'amusant, c'est qu'on s'adresse aussi à l'adulte qui est resté un enfant. C'est-à-dire que l'adulte craque pour le livre tout autant que l'enfant, et l'adulte se l'achète pour lui, l'achète pour ses amis. Donc
ces projets que nous faisons, qui sont parfois sur l'architecture, sur des domaines comme l'environnement, vont aussi plaire aux adultes par leur forme. Un livre pour enfants, c'est d'abord un livre pour adultes, c'est-à-dire c'est un livre pour un adulte qui voudra partager éventuellement avec un enfant un moment de lecture. Donc, c'est un adulte qui peut être un parent, un bibliothécaire, un instituteur, une institutrice, n'importe quel adulte. Donc, dans ce moment partagé, il y a le livre qui sert presque d'aide à l'adulte pour transmettre quelque chose. Les conteuses qui travaillent en bibliothèque, avec qui j'ai beaucoup de rapports en ce moment, aiment beaucoup les livres animés pour ça, parce que ça leur permet d'ouvrir les livres vis-à-vis des enfants. Il y a une animation qui se fait au fil des pages, et en même temps qu'on suit l'histoire, forcément, il se passe quelque chose. Les enfants ont un fil conducteur visuel, qui leur permet de rester attentifs, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une grande qualité du livre animé, en tout cas. Le livre est comme une première expérience d'architecture. Donc il y a l'espace des bras de l'adulte qui tient le livre, et à l'intérieur de cet espace, il y a l'enfant qui se trouve face au livre. Voilà, je pense à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, qu'est-ce que l'enfant peut apporter à l'adulte, qu'est-ce que l'adulte peut apporter à l'enfant. Il y a une forme intime, il y a une forme encore moderne dans le livre qui permet de cacher beaucoup de choses, de les garder pour soi. Il y a une forme tactile aussi, c'est-à-dire que c'est des livres qu'on peut vraiment toucher, appréhender derrière, devant. Si on propose des livres comme ça en pop-up et que ça plaît aux gens, c'est aussi parce que justement il y a quelque chose d'assez accessible dans cette... c'est vrai que ça paraît assez magique la première fois qu'on ouvre un livre en pop-up, ces choses-là qui sortent, ces systèmes en papier. C'est une lecture directe, plus complètement sensuelle, plus directe que l'illustration. C'est un jeu avec le papier. On nous a toujours dit que le livre allait disparaître. Même moi, quand je faisais mes études, je suis rentré aux Arts Déco en 87. Déjà, on me dit, oh là là, le livre, c'est fini. A priori, on est en 2014, pas tout à fait. Voilà, le livre a un très très grand avenir devant lui. Quand on ouvre les pages et on les referme, on est soi-même l'acteur et le spectateur du livre. C'est un grand plaisir pour un lecteur d'ouvrir les pages et de se sentir aussi, lui, l'artiste de l'événement. Beaucoup de gens sont rassurés de revenir au support physique. Tout bêtement, en tout cas, il y a toute une dimension magique, surtout avec le pop-up ou des petites boîtes, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui entraîne à la rêverie. C'est une réponse un peu à cette époque-là où on est en plein dans l'ère du numérique et dans les tablettes. Il y a certaines applications aussi qu'on trouve sur ces tablettes ou téléphones qui sont assez magiques. Il y a tout un univers qui se développe autour. Après les arts décoratifs et 20 ans passés dans la communication, le jeu vidéo et le numérique, Étienne Mineur crée les éditions volumiques et revient à ses premières passions, le livre et le jeu. Bouillonnant d'idées et d'inspiration, il fait le pari de réunir papier et digital pour de nouvelles expériences de récit et d'interactivité. Moi, je suis designer. J'ai mon associé qui était développeur. Je suis entouré de gens, designers, développeurs, graphistes, animateurs. Dire, est-ce que nous, on ne peut pas proposer quelque chose de différent de ce qui visiblement arrive, où tout est numérique, tout est numérique. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, c'était plutôt par rapport à l'envie, c'était vraiment ça, c'était de prouver de trouver une nouvelle direction au livre en papier. Voilà. D'où le pop-up, par exemple, qui est une très belle base pour commencer à travailler. Et surtout, le pop-up, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en numérique. C'est impossible. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, tant qu'on est sur des écrans tout plats, on ne peut pas travailler sur ce support. Donc voilà, les deux se complètent parfaitement. Et donc essayer de trouver vraiment les avantages et les inconvénients, si on peut appeler ça comme ça, entre les deux univers, et surtout trouver un terrain de jeu global qui allait allier, et non pas opposer, le monde digital au monde physique.
et essayer de trouver justement à partir de ça des histoires qui ne pouvaient se raconter que entre le numérique et l'objet physique, et essayer de modestement trouver des nouvelles mécaniques de narration et des nouvelles histoires à raconter. On fait plein de prototypes qui des fois vont continuer leur belle vie et devenir des vrais livres, des vrais objets, des vraies histoires, ou des fois ils restent à l'état de prototype, mais en fait on défriche. Qu'est-ce que veut dire un livre qui sait à quelle page il est ouvert, un livre qui tourne ses pages tout seul? On a fait un livre qui s'efface, plus on le lit. Voilà. Toujours avec des procédés très, on va dire, low-tech, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre le minimum d'électronique ou d'informatique dans ces objets, juste ce qu'il faut, pour essayer de leur donner un usage et à chaque fois travailler sur une idée, une histoire bien particulière. Et on l'adapte des fois, soit en livre, des fois ça devient juste, comme devant moi, il y a des choses qui ne sont que papier, pas besoin de numérique, d'autres qui ne deviennent que des applications, et d'autres des jouets, certaines deviennent des jouets, et certaines deviennent des objets hybrides, où on a besoin à la fois du livre papier et du téléphone, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment se poser des questions et le prouver. C'est-à-dire on se pose des questions, et après on apporte une réponse qui est sous forme de prototype et qui, j'espère, va continuer après devenir un livre ou un objet quelconque. D'où l'idée après de mettre dans un pop-up, de glisser un téléphone dedans, donc tout d'un coup vous avez de la lumière, vous avez le pop-up, vous avez de la lumière, vous avez du son, vous avez de l'interactivité, mais tout en gardant l'objet en volume. Par exemple, on a fait un petit réveil qui le matin, c'est un petit réveil en papier dans lequel vous avez glissé votre téléphone, et le matin, comme on sait où vous êtes, on connaît la météo de la journée, et donc vous allez être réveillé. S'il neige, par exemple à Malakoff, demain matin, je serai réveillé par de la neige. On a beaucoup d'informations actuellement sur le lecteur. L'idée, c'est pas d'en avoir peur, mais c'est de l'utiliser à bon escient. Voilà. Et dire, voilà, un auteur, dire qu'est-ce qui se passe si je raconte mon histoire, voilà, et je sais que c'est la nuit, par exemple. Voilà. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Et en même temps, ces objets peuvent avoir une forme autre qu'un écran tout plat. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit cube, un petit bateau en papier qui sait où il se trouve sur le plateau. Et donc à partir de là, on a beaucoup d'informations qui vont transiter entre ces différents petits objets. Voilà. Et donc à partir de là, c'est à nous de trouver une manière de raconter des histoires entre ces objets. Voilà. Et en gros, on a des objets bavards. C'est le titre d'un ouvrage de Bruce Sterling. Et c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir des objets bavards qui vont commencer à raconter des histoires. Donc une des idées, moi, qui me trotte dans la tête depuis longtemps, c'est comment arriver à créer une histoire juste avec des petits objets en papier. Le livre animé n'a pas fini de nous entraîner dans de nouvelles expériences visuelles et narratives. Sa longue histoire et sa constante évolution sont la preuve qu'il n'est pas un gadget, mais une forme d'expression artistique. L'intérêt des créateurs et des étudiants des écoles d'art, les succès d'édition, les innombrables blogs et sites dédiés, les expositions et les ouvrages spécialisés montrent que le pop-up est plus que jamais dans son temps. Aujourd'hui, le livre animé entre dans une nouvelle ère, où le digital démultiplie, mais aussi complexifie son champ d'action. Quelles que soient les formes d'hybridation papier-digital qu'il pourra prendre dans l'avenir, le livre animé continuera d'attirer les créateurs et tous ceux qui trouvent dans ces pages une relation unique, faite d'interactivité, de tactile et surtout une intarissable invitation au rêve et à l'imaginaire. Un puits sans fin.